Vous écoutez RCJ Midi, Mohamed Sifaoui est l'invité de Luce Perrault dans Lire la politique. Bonjour Rudy, bonjour Mohamed Sifaoui. Je voudrais, pour nos auditeurs qui ne seraient pas très au courant, que vous nous disiez qui vous êtes, quel est votre parcours, comme on disait, d'où parles-tu, comme on disait en mai 68. Eh ben, je suis né en Algérie. J'ai grandi dans ce pays. J'ai commencé à travailler sur l'islam politique à la fin des années 80, à la faveur d'une transformation de la société qui s'est vu impacté considérablement par le phénomène islamiste. Donc ça m'a interpellé. J'ai commencé ma carrière de journaliste véritablement à travailler sur cette thématique. Je ne pensais pas que ça allait me prendre plus d'une trentaine d'années de ma vie jusqu'à présent. Et j'espère que ça va continuer, j'imagine. Je ne vais pas m'arrêter. Après avoir lu votre livre, ça ne peut pas être autrement. Ensuite, j'ai réalisé un certain nombre de reportages un peu partout dans le monde arabo-musulman. J'ai traversé la guerre civile algérienne, ayant échappé à quelques attentats et ayant été harcelé par le pouvoir, je me suis exilé à la fin des années 90. J'ai reconstruit ma vie de zéro en France, cette belle république qui sait accueillir et qui est parfois fustigée à tort. 2 ans après mon arrivée, alors que personne ne me connaissait, je me retrouvais à débattre pied à pied avec des ministres de la République. Donc quand j'entends aujourd'hui des gens tenir des propos hallucinants sur ce pays, ou alors le comparer à une dictature, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas vécu ou parce qu'elles n'ont pas vécu dans une dictature. J'ai vécu dans une dictature, j'ai vécu dans un contexte de guerre civile. Ça n'a rien à voir avec la démocratie française, je tiens à le dire. Donc voilà, il faut recadrer les choses, les remettre à leur place. Oui, il faut savoir ses raisons garder, avoir un peu de décence et un peu d'honnêteté intellectuelle. Ça ferait de mal à personne. Donc, si vous voulez, tout ça a forgé à la fois ma pensée, mon engagement, qui, année après l'autre, s'est raffermi, parce que j'ai compris, je pense, assez tôt, et l'expérience algérienne a joué un rôle important, que l'islam politique, véritablement, allait être un danger pour les décennies à venir. Je l'ai compris, je pense, très très tôt, parce que je voyais non seulement que le phénomène montait en Algérie, mais qu'il montait d'abord dans plusieurs pays arabes. Et l'une des premières enquêtes que j'ai réalisées en Europe, ça a été au milieu des années 90, j'ai pu mesurer déjà à l'époque, en allant à Bruxelles, en Grande-Bretagne, en Suisse, etc., que le phénomène était disséminé un peu partout. Et par la suite, quand je me suis exilé, je me suis installé en France, je me suis fait adopter par cette société française, dont je me revendique complètement aujourd'hui. Et j'ai réalisé de nouvelles enquêtes en France, cette fois-ci, et j'ai pu mesurer, dès le début des années 2000, le niveau de pénétration de l'islam politique dans la société française, dans son ensemble. Alors, on reviendra après sur l'actualité, mais ce qui est intéressant dans votre livre, parce qu'on parle beaucoup d'islamo-gauchisme, d'islam politique, d'où vient-il? Quel est-il? Parce que, justement, vous expliquez très bien l'an zéro, comme vous l'appelez, de l'islamo-gauchisme. Oui, enfin, il fallait trouver les racines de tout ça. Alors j'aurais pu, à vrai dire, remonter un peu plus loin. Il y a eu un congrès du Parti communiste au lendemain de la Révolution d'octobre. Non, mais vous vous êtes donné le mal de faire l'histoire de ce courant. Mais c'était fondamental. Pour moi, ce qui m'a choqué véritablement dans les débats franco-français, c'est que d'abord, j'ai pu mesurer sur cette polémique-là que beaucoup d'universitaires français qui s'expriment sur ce sujet et qui, avec beaucoup de dédain, renvoient d'un revers de main un néologisme qui veut dire quelque chose, d'abord sont autocentrés, c'est-à-dire qu'ils ne voient les choses qu'à travers un prisme franco-français. Ils sont incapables, et pour un universitaire, pardon de le dire aussi franchement, c'est assez grave, quand on n'est pas capable d'ouvrir sa perspective et de voir à la fois l'histoire, la sociologie des pays arabo-musulmans, et voir comment tout ça a voyagé, parce que les idées voyagent, on le sait, je ne vous apprendrai rien, les idées voyagent, et d'autant plus facilement depuis que les autoroutes de l'information, comme on dit, se sont ouvertes, c'est-à-dire Internet, ça veut dire la circulation des personnes, etc. Et donc, si vous voulez, il me fallait
fallait trouver un début. Alors, j'aurais pu, encore une fois, remonter aux années 20, aux années 30. Il y a eu les prémices de quelques rapprochements entre des milieux gauchistes et des milieux islamistes, mais véritablement, le premier rapprochement opérationnel, et c'est pour ça que je l'ai appelé l'an zéro, ça a été le renversement du roi Farouk en Égypte par des officiers libres de l'armée égyptienne, qui étaient traversés par une pensée majoritairement marxiste-léniniste, et la confrérie des frères musulmans, fondée en 1928. Et donc là, en 1952, on peut documenter un rapprochement opérationnel qui vise à renverser un régime. Et là, on a l'an zéro de l'islamo-gauchisme. Ensuite, il y a eu d'autres étapes, l'indépendance de l'Algérie, où je cite les deux parmi les premiers conseillers du premier président algérien, Ahmed Ben Bella, où il y avait un éminent constitutionnaliste égyptien, Ahmed Chaoui, et un trotskiste qui a donné son nom à un courant qu'il a lui-même créé, Michel Pablo, fondateur du courant pabliste chez les trotskistes, qui était franco-chypriote, l'autre égyptien, qui étaient tous les deux, je dirais, qui entouraient tous les deux le président algérien Ben Bella, président de ce pays fraîchement indépendant en 1962. Et donc, d'ailleurs, c'est le constitutionnaliste égyptien en question, Frères musulmans, qui a écrit la première constitution algérienne et le premier code de la nationalité. C'est la raison pour laquelle on retrouve des éléments, je dirais, des marqueurs même de l'idéologie islamiste. Et vous revenez aussi sur l'implantation de cet islamisme politique gauchiste, pas toujours, avec cet intellectuel qui a séduit Saint-Germain-des-Prés. Ali Shariati. Voilà, un Iranien. Ali Shariati, je pense qu'il mériterait d'être... C'est intéressant parce que les gens parlent actuellement et personne n'a cherché les racines, les gens impliqués, comment tout cela s'est installé. Ali Shariati va arriver en France à la confluence, je dirais, dans une période qui est à la confluence de plusieurs événements. Évidemment, la fin de la guerre d'Algérie. On est quasiment un peu plus de 10 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On a un mouvement de gauche qui est extrêmement important, un bouillonnement intellectuel dans Paris, illustré par Saint-Germain-des-Prés. Et donc, évidemment, l'activisme autour de figures comme Jean-Paul Sartre et beaucoup d'autres. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre est à l'époque, je dirais, engagé dans un combat qui est louable, puisqu'il préside l'association des détenus politiques iraniens. Il faut rappeler que le Shah, qui était beaucoup admiré en Occident, était quand même un autocrate, à tout le moins, si ce n'est un dictateur. Il avait une police politique, la Savak, qui était extrêmement violente. Enfin, mais ils n'ont pas gagné au change. Mais oui, mais bien sûr. Mais on ne refait pas l'histoire et on ne la connaît pas toujours en amont. Bon, et malheureusement, cette affaire prouve aussi que les dictateurs et les islamistes s'alimentent mutuellement et que cet antagonisme est toujours dangereux. Bref, et donc si vous voulez, Jean-Paul Sartre, mais pas seulement, beaucoup d'autres intellectuels français, des universitaires, vont se laisser séduire par ce personnage venu tout droit d'Iran, Ali Shariati, pour faire un doctorat en France, à la Sorbonne, et un charisme, une certaine aura, une certaine, je dirais, une pensée assez fluide, une vivacité intellectuelle va lui permettre de séduire beaucoup de ces intellectuels. Et donc, évidemment, ces intellectuels de gauche qui n'aiment pas les dictateurs, à juste titre, vont rentrer dans une sorte de pensée binaire. C'est-à-dire que, et c'est souvent le cas quand ça concerne le monde arabo-musulman, vous savez, l'intelligentsia française ne sait compter que jusqu'à 2. C'est-à-dire que pour eux, le monde arabo-musulman, c'est 1, les dictateurs, et 2, les islamistes. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de féministes, de progressistes, de démocrates, de laïcs, etc. Et ces gens-là sont total. Ce courant de pensée qui est une réalité, d'abord n'est soutenu par personne, et de 2, il n'est pas vu, il est invisibilisé complètement. Donc l'intellectuel français, souvent, quand il dénonce le dictateur, dans le monde arabo-musulman, ou perse, là en l'occurrence, il va se jeter un peu aveuglément dans les bras de l'islam politique. Et il se trouve qu'Ali Shariati était d'abord à tout le moins un ultra-conservateur. D'ailleurs, il était très proche des catholiques de gauche. Donc sur la question du conservatisme religieux, ça ne les gênait pas. Et le fait de théoriser la question de l'islam comme projet de société, ça n'a choqué
personne quasiment dans ce Oui, Paris post-68 art, faut-il le rappeler. C'est là où votre livre est passionnant, et il faut que les gens découvrent tout de même les racines du mal. En France, c'est ça. Pour moi, en France, c'est véritablement la séduction ou l'attrait de beaucoup d'intellectuels français, de beaucoup d'universitaires français pour la partie qui a précédé la révolution iranienne, parce qu'Ali Shariati va mourir 2 ans avant l'avènement de Khomeini, en 77. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, ne savent pas, c'est que le jour où les islamistes vont défiler dans les rues de Téhéran, il y avait le portrait de Khomeini et il y avait le portrait de Ali Shariati. Il aurait pu être Khomeini, à la place de Khomeini. Il pouvait absolument être, en tout cas jouer un rôle très important s'il n'était pas mort 2 années auparavant. Et si vous voulez, le problème, c'est que des gens comme Michel Foucault, alors après, il a fait son mea culpa assez vite, mais pas le seul, beaucoup d'intellectuels français étaient véritablement fascinés par ce clergé chiite. Alors évidemment, au bout d'un an et demi, on a compris qu'il y avait un vrai problème, surtout quand on a commencé à voir le sort qui était réservé aux femmes, l'apparition de ce voile noir, déjà ou symboliquement, une horreur absolue. Encore une fois, on est 10 ans après mai 68, on est dans le pays des luttes féministes, on est dans le pays de l'égalité, etc. Et accepter de voir, on est dans le pays de la laïcité, on est même dans le pays de l'anticléricalisme, d'une certaine façon. Et accepter que dans un pays comme l'Iran, des personnes ramenant leur propre pays au Moyen-Âge, parce que Khomeini, ce n'était rien d'autre qu'un retour au Moyen-Âge, et encore, je suis méchant avec le Moyen-Âge, c'est quand même hallucinant. Et donc, alors là aussi, j'ai essayé d'expliquer, et je pense mais que il faut rappeler que la France avait accueilli, protégé Khomeini, la France très proche du Shah d'Iran. La France et une partie de la gauche, je dirais, toujours très prompt à être anticléricale quand il s'agit du catholicisme, et à être très séduite par tout ce qui vient d'Orient. Ça aussi, la quête d'exotisme qu'on retrouve dans la littérature française, j'ai voulu la traiter. L'orientalisme qui magnifie, qui fascine comme ça ce monde intellectuel, m'a toujours laissé pantois d'une certaine façon, parce que je crois qu'il y a un peu de mépris là-dedans. Je crois qu'il y a un peu de racisme culturel. C'est-à-dire que, in fine, je crois qu'une partie de la gauche pense que ceux qu'ils définissent comme les musulmans ne sont pas comme eux. Ils ne sont pas aptes aux mêmes valeurs universelles. Je suis convaincu parce que je le vois tous les jours dans le regard de l'autre. Quand on entend parfois mon discours, oui, je me prénomme Mohamed, oui, je suis né en Algérie et je suis résolument laïque. Je puis vous assurer que ça étonne certains. Et vous n'êtes pas le seul. Je ne suis pas... heureusement. Et on est même... oui, mais c'est là où il y a méprise. Parce que ce courant existe fortement en France. Il y a méprise, vous savez, je l'ai toujours dit, les Maghrébins, pour parler de Maghrébins ou des gens d'origine africaine, quand ils sont islamistes, ils sont soutenus. Ils sont soutenus par le Qatar, par le Koweït, par l'Arabie Saoudite, par tous les courants islamistes. Quand on est démocrate, quand on est laïque, quand on est une jeune féministe dans les quartiers, on devient invisible parce qu'on est normal. Enfin, d'une certaine façon, on va être soutenu par qui ? En fait, on est soutenu par personne, puisque en étant soi-même porteur d'une idée qui est celle, je dirais, du projet de société d'un pays comme la France, on devient d'une certaine façon invisible. Ce qui est visible, ce sont ceux qui se distinguent par un comportement singulier, à tout le moins, et quand bien même serait-il dangereux, ces gens-là vont trouver plus de soutien, y compris à l'intérieur et à l'extérieur du pays, que ceux qui vont se mobiliser pour défendre un projet de société républicain et laïque. Alors, tout ça s'est installé petit à petit. Personne n'a voulu voir, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir. Et puis, on en est à un moment où ce qui n'a rien à voir avec l'islam devient un problème grave. Une menace pour la République. Est-ce que c'est ce que vous écrivez, c'est ce que votre enquête démontre très largement. Alors, tout cela basé sur une auto-victimisation et que les Français quand même écoutent. Où est vraiment où on en est vraiment à ce propos. Vous dites que la loi sur le séparatisme est un progrès, mais quand même, ça ne va peut-être pas assez loin. Mais non. Quand on vous lit, on a peur. Vous êtes un lanceur d'alerte. Oui, malheureusement, je n'apporte pas toujours de bonnes nouvelles. Là, elles sont vraiment pas bonnes. J'en suis conscient, mais
Mais je ne suis pas alarmiste dans le sens, je n'ai pas envie de faire peur aux gens, c'est la réalité qui fait peur. C'est-à-dire que je ne fais que traduire ou de décrypter une réalité. Mais pour moi, c'est une évidence. Oui, mais cette situation en France, ce qui me chagrine et m'inquiète, en vérité, c'est qu'on doive, aujourd'hui encore, en 2021, nous sommes au mois d'avril, expliquer à certains Français que l'islam politique est un problème. Alors, il faut le répéter, l'islam politique est un problème. Les musulmans qui vivent leur foi dignement, librement, tranquillement, ne sont pas un problème. L'islam politique est un vrai problème. L'islam politique a détruit les sociétés musulmanes et il est en train de s'attaquer à des démocraties pour les fragiliser. Et donc, pas seulement en France, toute l'Europe. Mais évidemment, il y a pas. Enfin, je consacre un chapitre pour Bruxelles. Pour la situation en Belgique, pays que je connais très bien, où j'enquête aussi depuis des années, où je compte de nombreux amis. Je sais que la situation est aussi catastrophique. Encore une fois, quand on dit aux gens la situation est catastrophique, les gens pensent qu'il va se passer quelque chose à 14h30. Non. Quand on dit que la situation est catastrophique, c'est parce que je pense que lorsque nous sommes des corps intermédiaires, des médias, des universitaires, des intellectuels, des journalistes, etc., nous avons aussi le devoir de projeter un petit peu la société dans son avenir. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, si on n'agit pas aujourd'hui, si on ne réagit pas, le danger peut être encore beaucoup plus grand dans les 5-10 ans à venir. Vous savez, mon premier livre en France, et je l'ai dit, au début des années 2000, quand j'avais écrit « La France malade de l'islamisme », il y a des gens qui ont sauté au plafond en disant « Comment tu peux dire que la France est malade de l'islamisme ?» Et la France est malade de l'islamisme, parce que l'islam est lui-même malade de l'islamisme. L'islam étant devenu une religion française, la seconde religion dans ce pays, par le nombre de ses adeptes et de ses pratiquants. Par conséquent, la religion musulmane étant malade, comme l'avait écrit Feu Abdelwahab Medeb dans un excellent livre pour expliquer merveilleux, tout ça, l'islamisme est devenu un véritable problème. Mais encore une fois, nous ne sommes pas en train de dire en France que la France a un problème avec l'islamisme et que ce serait le seul pays. Non, nous avons un problème planétaire avec l'islamisme. Et ce n'est pas un problème qui a à voir avec l'islam. C'est bien là la nuance que certains ne veulent pas accepter. Pourtant, de nombreux élus ont protesté, ont écrit des livres, ont dénoncé Pupponi, le maire de Sarcelles, député maire de Sarcelles, ce livre formidable d'une journaliste de l'AFP, Sfersfeld, sur ce qui s'est passé à Drancy, justement, où l'imam Chalgouni essaie de tenir malgré toutes les misères que l'on lui fait, et il n'est pas vraiment soutenu. Il y a eu le livre de nos consoeurs, Ariane Chemin, Raphaël Baquet, sur Trappes. Et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que les Français n'ont pas conscience de la gravité et que c'est à côté d'eux et qu'ils ne veulent pas voir. Non, en vérité, et je vais introduire une petite nuance, un petit désaccord avec vous, je ne pense pas que ce soit les Français qui ne soient pas conscients. Alors qui ? C'est leur élite, le plus souvent. Parce que quand vous voyez d'abord comment aujourd'hui les gens, la société, les Français sont intéressés par cette thématique et inquiets, à juste titre, parce qu'on l'oublie. Il y a non seulement eu des attentats monstrueux, comme on le sait, mais il y a eu aussi des atteintes à des valeurs qui sont non négociables et fondamentales pour ce pays. Donc, en vérité, les Français savent qu'il y a un problème. Ils ne conceptualisent pas toujours, ils n'ont pas, parce que le sujet est complexe. Oui, nous sommes bien d'accord. Mais ceux qui sont dans le déni, en vérité, c'est cette partie qui tente justement d'écarter le sujet dans un déni extraordinaire, et je pense notamment à une partie de la gauche et à l'extrême gauche. Mais en faisant ça, ils alimentent l'extrême droite, parce que l'extrême droite donne l'impression qu'elle est la seule à s'emparer de la thématique, et d'une certaine façon, les deux, dans ce jeu malsain, les uns en exagérant le problème, les autres en le niant, ringardisent ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire tout le corps républicain et laïque. En vérité, et c'est pour ça que, même si ce n'est pas insuffisant, moi, je pense que l'exécutif a raison de s'emparer de cette thématique, que la dynamique à lancer, la dynamique anti-islamiste est nécessaire, elle doit être lancée et je dirais, prise à bras-le-corps par tout le spectre républicain et laïque, encore une fois, les gens qui se reconnaissent vraiment dans la démocratie. Dans la démocratie, il y a aussi l'antiracisme.
faut-il le rappeler. Une lutte contre l'islam politique, ce n'est pas une lutte contre les musulmans. Faut-il encore y insister? Mais je crois que les premiers responsables, quand vous voyez certains universitaires signer des pétitions, refuser que le mot islam soit prononcé dans certaines universités, sauf selon leur vision des choses, refuser que l'islam politique soit traité, faire en sorte à diaboliser toute personne qui, et j'en ai fait les frais, toute personne qui critique les frères musulmans, le salafisme, etc., y compris quand vous allez travailler sur les signes de radicalisation, on vous fustige comme étant un affreux raciste, enfin j'utilise le mot valise, là, l'escroquerie intellectuelle, islamophobie, qui ne fait rien d'autre que placer une cible sur le dos de ceux qui sont accusés. Et donc, si vous voulez, c'est cette partie-là qui est... alors, ça peut paraître... Je fais très attention parce que je ne veux pas non plus faire du populisme, monter. Il y a une partie des élites... Voilà, le problème est... qui est totalement mobilisée. Ça, on le sait, on les a identifiés. On sait aujourd'hui qui, parmi les responsables politiques, qui parmi les universitaires, qui parmi les médias, qui parmi les intellectuels, ont assumé leurs responsabilités. Donc, il faut qu'il y ait finalement ce rapprochement entre le peuple et cette élite-là qui est républicaine et laïque contre cette autre partie, je dirais, de l'élite qui se compromet avec l'islam politique. Alors, il y a ceux qui s'appellent, enfin qui s'autodésignent, et ça c'est très grave, comme les indigènes de la République. Déjà entre les deux termes, alors expliquez quelle est leur action néfaste face à la République. En fait, parce que là, ça va plus loin que l'islamisme. Les indigènes de la République sont dans une convergence des luttes avec l'islam politique incontestablement. Voilà. Il y a une convergence, même si ils se réclament parfois de la gauche. Mais la question qui doit être mise en évidence, c'est que tout ce beau monde joue sur un couple que j'appelle le couple victimisation-diabolisation. Quand les gens se posent en victime et quand ils utilisent le discours victimaire comme matrice idéologique, c'est pour diaboliser l'autre. Et l'autre, c'est qui en l'occurrence? C'est la République. C'est pour ça que le titre de ce livre a été Les Fossoyeurs de la République. Alors, qui sont ces acteurs toxiques? D'une manière un peu exhaustive. Tous ceux qu'on a cités, les indigènes de la République, la pensée décoloniale, les tenants de l'islam politique, les alliés de l'islam politique, l'extrême gauche, les partis d'extrême gauche qui ont, pas tous, parce que tout ce qui est à gauche n'est pas islamo-gauchiste, mais les partis d'extrême gauche qui ont fait le pari de l'islam politique et qui sont dans une alliance cynique. Tous ceux qui, de façon irresponsable, dans des ghettos ethno-religieux, d'ailleurs qu'ils soient de droite ou de gauche, instrumentalisent l'islam politique à des fins clientélistes et électoralistes. Tous ces gens-là, à mes yeux, sont des irresponsables qui mettent en danger le devenir de la nation. Alors, et il y a quand même on se réclame du passé colonialiste de la France, on ne peut pas ne pas l'évoquer, pour justifier justement cet islamo-gauchisme. Oui, enfin, le passé colonial de la France, mais je veux dire, si on ne peut pas ne pas l'évoquer. Oui, mais on peut aussi évoquer c'est le prétexte. On peut évoquer aussi, enfin, à ce jeu, je vais être un peu provocateur, pardon, on peut évoquer aussi le passé colonialiste des musulmans. Il y a le Ségou de Marie Scondé qui raconte ça très bien. Mais, je veux dire, à un moment donné, au jeu de qui est venu voilà, la poule ou c'est là où je voulais en venir. Je veux dire, à un moment donné, on n'en sort plus. On peut remonter aux guerres de religion. Je veux dire, le mouvement colonialiste. L'envahissement par les musulmans de l'Afrique. Le mouvement colonialiste. Je veux dire, le mouvement colonialiste que je réprouve. C'est-à-dire que je pense qu'aucun peuple ne doit être dominé par un autre. Mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on ne va pas se mentir. Il y a eu une partie de l'histoire où, effectivement, des nations ont dominé d'autres par la force. Et on les ont humiliés. Il y a eu des guerres d'indépendance que je soutiens. Les gens ont le droit d'accéder à leur indépendance. Mais il y a une chose, c'est que je refuse d'être l'otage ni le prisonnier d'une quelconque histoire. Moi, ce qui m'incombe aujourd'hui, c'est de voir la réalité sociologique et politique de notre époque et d'essayer de nous projeter dans l'avenir. Je ne veux pas regarder toujours dans le rétroviseur. Alors, l'enseignement peut être très bon en regardant l'histoire, mais l'avenir se construit aussi à partir de décisions qui savent, je dirais, traiter et je dirais même parfois guérir des blessures du passé. Merci Mohamed Sifawi. Je rappelle le titre de votre livre, Les Fossoyeurs de la République. Il aurait fallu 1 heure pour parler de cette enquête, tant elle est dense et passionnante, à recommander à tous ceux et à toutes celles qui veulent savoir dans quel pays on vit, où on en est avec la laïcité et le rapport de l'islam et la République.